Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.uqam.ca. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner ce soir la présence du président du Mouvement national des Québécois et des Québécoises et auteur de nombreux ouvrages consacrés aux patriotes. Mesdames et messieurs, accueillons le président d'honneur du Gala des Patriotes 2015, Monsieur Gilles Laporte. Merci. Permettez au président du MNQ de consacrer 2 minutes à l'historien pour vous rappeler l'essence, selon moi, au terme de recherche que j'ai essayé modestement de ramasser dans un livre. Quiconque est militant ici devrait se poser la question, mais quelle était la potion magique des patriotes? Comment pouvions-nous tirer un peuple dont les conditions matérielles étaient bien loin des nôtres pour l'amener, embrasser, pour se lancer à l'assaut des balles anglaises? Ce paradoxe-là, il nous interpelle toujours en 2015. Mais lorsque je regarde des villages entiers en 1837, un village comme l'Acadie, à côté de Saint-Jean, où sur 110 de familles, j'en ai 105 qui sont retrouvés en prison. Comment ça se fait que des villages entiers se sont soulevés? La leçon des patriotes tient à un seul mot, sans doute. Solidarité. Renouons avec l'idéal national. Bonne soirée, messieurs, dames. Bon, on se fait un toast à votre livre, là, Brève histoire des patriotes. Donc, Gilles Laporte, vous êtes connu pour être le spécialiste des patriotes au Québec. Quand on pense à un historien du mouvement patriote, on pense généralement à vous. Vous venez de publier un livre, Brève histoire des patriotes. C'est un livre qu'on attendait depuis au moins quelques décennies parce que la dernière synthèse sur l'histoire des patriotes remonte à 1980 par Gérard Filteau. Juste pour résumer, là, les patriotes, quelle était l'ampleur de leur appui populaire au Canada français? C'est une question qui est fondamentale. Même pour montrer la pertinence de votre question, je rappellerai à quel point il y a des asymétries étonnantes. Prenons d'un côté les 92 résolutions, le programme patriote. C'est le fameux monument des revendications patriotes. On l'utilise souvent et c'est connu dans la mémoire. Comment je pourrais dire? Ça rassemble un chapelet de revendications entretenues par les députés patriotes à ce moment-là. Entre autres, le gouvernement responsable. Oui, entre autres, mais beaucoup d'autres choses. Le pouvoir, par exemple, d'enquête des députés, le droit de l'Assemblée à contrôler le budget, l'électivité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénat, qui s'appelait à l'époque le Conseil législatif. Bref, des revendications à la fois radicales, nombreuses et parfois très complexes. Alors, comment concilier le fait que les patriotes entretenaient des revendications élevées mais complexes et d'un autre côté, une formidable mobilisation populaire? Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont soulevées pour participer à des assemblées, signer des pétitions, même parfois démissionner de leur poste au gouvernement pour marquer leur appui aux 92 résolutions. Comment expliquer d'un côté des revendications très complexes et de l'autre un appui massif d'une population largement illettrée? La clé, c'est de ne pas oublier que ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience politique s'exprimait différemment à l'époque. Aujourd'hui, les gens se construisent une opinion en fonction d'une réflexion sur le programme des partis, ils écoutent les discours et tout le reste, et en leur fort intérieur, ils décident par exemple pour qui vont-ils voter. En 1837, c'est différent. Nos ancêtres réagissaient davantage en termes communautaires. Dans des villages, lorsqu'il était question de prendre pour un camp contre l'autre, on se référait davantage à ses élites, à ses chefs de famille, à comment agissait tel marchand. On se fiait aussi beaucoup à l'avocat, au médecin. Vous allez appeler ça de la docilité? Pas tout à fait. Il faut simplement replacer le rôle important que jouait la communauté, la collectivité et la solidarité dans les choix politiques que les gens faisaient.
Si bien que dans certains villages comme Saint-Hyacinthe, Saint-Charles ou Longueuil, lorsqu'un grand marchand décidait de prendre parti pour les patriotes, un notaire ou un seigneur, c'est toute sa clientèle, c'est-à-dire tous ceux qui gravitaient autour de lui, qui décident généralement de se ranger dans le même camp. Ce qui fait que des villages entiers vont se soulever, avec beaucoup de conviction de profondeur et d'intensité, au nom d'une forme de solidarité qu'on oublie parfois aujourd'hui de replacer dans son contexte. Gilles Laporte, vous avez parlé de l'adhésion assez massive des francophones au mouvement des patriotes, mais dans votre livre, on lit qu'il y avait quand même des gens de langue anglaise qui étaient totalement du côté des patriotes, des Irlandais et aussi des Américains qui s'étaient installés. D'abord, rappelons la perception contemporaine aujourd'hui à propos de ces événements de 37-38. Dans la mémoire populaire, ce qui en reste, 37-38, les patriotes, c'est une lutte raciale, une lutte entre francophones et anglophones. C'est la mémoire qui a été conservée de ces événements-là. Or, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'au moment d'aborder cette crise, une crise majeure, sans doute la plus importante dans l'histoire du Québec, il faut envisager une série de points de vue, plus qu'un point de vue. À la fois sociale, une lutte entre riches et pauvres, une lutte politique aussi entre des gens issus du consentement populaire puis des gens nommés par l'autre, et enfin, effectivement, des francophones et des anglophones. Chacune de ces composantes-là est intervenue. Chacune de ces composantes-là a participé aux rébellions, mais dans un ordre spécifique. Le Québec a d'abord été aux prises avec une crise sociale aiguë, provoquée par l'appropriation d'une série de la richesse entre quelques mains seulement. Là-dedans, dans cette crise-là, francophones et anglophones sont partie prenante. Les pauvres Irlandais qui débarquent ici se retrouvent en gros dans la même condition que le peuple canadien-français. Lors de la phase politique qui va suivre, menée par Papineau en particulier et les députés patriotes, la plupart de l'entourage de Papineau se retrouvent à être des anglophones. Edmund Bailey O'Callaghan, par exemple, est son principal lieutenant. William Henry Scott est son lieutenant dans Deux-Montagnes. Thomas Sawyer Brown est son principal conseiller en affaires militaires. L'importance des anglophones dans le mouvement patriote n'a jamais fait de doute. Du seul fait que les revendications que les patriotes mettaient de l'avant reposaient sur l'idée d'égalité, de justice, d'équité. Tout le reste, des principes qui étaient défendus en Irlande, en Angleterre, comme aux États-Unis et au Bas-Canada. Donc, qui réunissaient une pluralité de voix, peu importe l'origine ethnique. Ce qui s'est produit, c'est lors de la répression. Lors de la répression de 37 et de 38, les arrestations, les pendaisons, l'exil, c'est essentiellement le groupe canadien-français qui a été touché par ça. C'est essentiellement ce groupe-là qui a été brutalement réprimé. C'est essentiellement eux qu'on a pendus et on a exilés. Au sortir de ces rébellions et suite au rapport de Rame, va se fixer une fois pour toutes l'impression que c'était une guerre entre anglophones et francophones, alors que l'origine est beaucoup plus sociale et politique qu'elle ne fut jamais ethnique. Alors cette chose-là est entendue à propos de l'importance du rôle des anglophones dans le mouvement patriote, il faut quand même comprendre que dans la colère populaire, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'il est question, par exemple, de tirer sur les troupes anglaises à Bataille de Saint-Denis ou, d'aller sacrifier sa vie pour une cause, il est possible que les accents ethniques aient davantage prévalu au moment du conflit. Donc, si on remonte un peu l'histoire ou le fil des événements politiques qui ont mené à la grande rébellion de 1837. Il y a d'abord les 92 résolutions des Patriotes. Ensuite, il y a les 12 résolutions Russell qui sont des réponses qui disent non, finalement, aux 92 résolutions. Et éventuellement, il y a le soulèvement, 1837. Est-ce que le soulèvement de 1837 était bien organisé politiquement ou c'était quelque chose de très émotif qui s'est fait un peu, qui s'est planifié rapidement sur le coin d'une table? Oui, effectivement. Présentons clairement les étapes. Vous avez raison, 1834, les 92 résolutions. C'est les revendications patriotes. Ils déposent leur bilan et ils annoncent que c'est là-dessus qu'ils entendent discuter désormais et sur rien d'autre. Lorsqu'ils acheminent ces résolutions-là en Angleterre, l'Angleterre est mal pris. Que doit-on faire avec ça? Que fait l'Angleterre quand elle est mal pris? Même chose que le Canada aujourd'hui, on nomme une commission royale d'enquête. Cette commission-là, la commission Gosford, elle a pour tâche d'enquêter sur des revendications patriotes. Ça va leur prendre 3 ans. Entre-temps, les patriotes continuent leur action politique, mènent des actions strictement démocratiques et parlementaires. Mais effectivement, en avril 1837, l'Angleterre fait connaître sa position. Elle oppose aux 92 résolutions les résolutions Russell.
qui disent essentiellement non à l'ensemble des revendications patriotes. Pire, on autorise désormais le gouvernement à se saisir, quand il veut, des surplus accumulés par les taxes et les revenus de l'Assemblée pour payer, défrayer ses dépenses militaires, fonctionnaires, etc. C'est une gifle appliquée aux revendications patriotes. Alors, au moment de se demander qui a commencé quoi, on peut dater des résolutions Russell d'avril 1837 le début de la rébellion. Le moment, en somme, où le gouvernement anglais dit aux patriotes « Vous n'avez plus le choix. Soit vous vous soumettez, soit vous vous rebellez. » À partir de là, la radicalisation va commencer. De avril 1837 jusqu'en novembre 1837, on va mettre en œuvre une série de moyens de plus en plus radicaux visant à mobiliser les campagnes. Des assemblées publiques, des pétitions. Ça va aller, par exemple, une série de charivaris, des manifestations parfois violentes devant des maisons d'adversaires politiques. Ça va être aussi la démission des fonctionnaires pro-patriotes. Même, imaginez, c'est pas mal, les députés vont faire la grève. Une grève des députés, ils ne refusent de siéger tant que les 92 résolutions ne sont pas discutées. Tout compte fait, le Parti patriote fut une magnifique machine politique électorale. Des pétitions monstres, des élections qui sont remportées, jusqu'à 90% des voix exprimées. Le problème, c'est que si ce fut une magnifique machine politique, ce fut une bien piètre machine militaire. À aucun moment, et puis on peut pointer Papineau, à aucun moment, les patriotes n'ont vraiment envisagé l'option militaire. On ne voit aucune forme d'organisation militaire, aucune forme de préparation en ce qui a trait au financement, à l'achat d'armes, par exemple. Si bien que c'est vraiment à leur corps défendant, en novembre, que commence la rébellion. Ils n'y sont nullement préparés. En fait, y ont-ils même réfléchi? On pourrait dire que tout était écrit pour que la rébellion soit écrasée, parce que non seulement elle n'était pas très planifiée, il manquait d'armes, on avait des fusils de chasse, et ensuite, les patriotes se battaient contre l'armée la plus puissante du monde à cette époque-là. Voilà. Les Britanniques. On va parfois frapper, là, ils constatent que les patriotes étaient mal armés. Il faut dire que c'est depuis la conquête que la Grande-Bretagne a fait en sorte de désarmer les habitants du Bas-Canada. Il y a eu des saisies d'armes après la conquête, il y en aura encore à l'époque des guerres napoléoniennes, une série d'opérations par lesquelles, tout compte fait, les habitants du Bas-Canada sont très, très mal armés. Des fusils de chasse. Et on dit parfois un fusil de chasse, c'est pas un fusil de guerre. Et à l'époque, c'était particulièrement vrai. Les fusils de chasse étaient des armes beaucoup plus faibles en termes de puissance de feu. Et ils pouvaient pointer plus précisément, mais n'ont rien à voir avec les fûts beaucoup plus larges qu'on employait dans l'armée britannique, qui permettaient de tirer en éventail. Un fusil de chasse est à peu près inutile sur un champ de bataille. Et pour d'autres raisons aussi, le fusil de chasse était beaucoup plus long à charger. Parce que le chasseur se balade dans le bois avec déjà son amorce installée. Mais ça peut prendre jusqu'à 1 minute et demie à recharger un fusil de chasse, alors que les fusils modèle 1774 de l'armée britannique pouvaient prendre qu'une vingtaine de secondes. Donc, c'est pas rien, ça. L'autre élément, effectivement, il faut voir la disproportion. Par exemple, à la bataille de Saint-Denis, 200 hommes, 40 fusils. La bataille d'Odeltown, 700 patriotes, 40 fusils. Pour le reste, donc, on a une très, très faible puissance de feu. On peut compter sur des soldats, des volontaires, des gens spontanés, qui en plus sont dépourvus de toute expérience militaire, mais la puissance de feu n'est pas au rendez-vous. Quand on pense à la bataille de Saint-Denis, par exemple, qui fut remportée par les Patriotes, on doit largement attribuer la victoire au fait que, cachés dans les bois, des gens ont commencé à chahuter puis à faire du bruit et à faire éclater de la poudre en faisant du bruit, de telle sorte d'intimider les soldats anglais. C'est comme ça qu'on a réussi à l'emporter à Saint-Denis, pas à cause de la puissance de feu déployée par les hommes de Wilfred Nelson. Donc, on n'était pas prêt au niveau matériel. Il faut voir comment, par exemple, on a réussi à monter des canons en bois cerclés de fer. Il en existe quelques exemples qui sont à la fois émouvants, mais aussi pathétiques. On ne peut pas imaginer qu'un tel canon ait pu tirer plus de 2 coups sans exploser. C'est très étonnant que les États-Unis soient restés neutres dans le conflit entre les Patriotes et le Canada, compte tenu que les États-Unis et les Britanniques étaient des ennemis depuis assez longtemps. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont refusé de contribuer à aider les Patriotes à se soulever et à même prendre le pouvoir au Bas-Canada? C'est un élément qui est trop oublié. C'est l'isolement international de nos Patriotes. Rappelons que la Révolution américaine n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'appui de la France.
Et rappelons qu'aucune révolution au 19e siècle se déroule sans l'appui d'une grande puissance. La Grèce, par exemple, à la même époque que les Patriotes, a pu obtenir son indépendance grâce à l'appui de la Grande-Bretagne. Mais la Pologne a échoué la sienne à cause qu'elle s'est retrouvée isolée. Cette dimension-là, elle est fondamentale. C'est pour ça que Papineau apporte une telle importance à l'appui de puissances étrangères. Dès le début de la rébellion, il se rend aux États-Unis et rencontre des représentants du président Van Buren qu'il tente de convaincre de se joindre aux Patriotes. Il échoue là, il va se rendre jusqu'en France, à la cour du Louis-Philippe, afin d'obtenir l'appui de la France dérisoire qu'il n'obtiendra pas. Il avait bien compris que cette rébellion-là était vouée à l'échec sans l'appui, à tout le moins diplomatique, d'une puissance étrangère. Dans les circonstances, les Américains se retrouvent dans un cas particulier. Disons-le en peu de mots, en 1837, aux États-Unis, règne ce qu'on appelle King Cotton. La moitié des exportations des États-Unis à l'époque consiste dans le coton qui vient des États du Sud, Caroline, Georgie, Virginie. Ce coton-là a un client à peu près unique, la Grande-Bretagne alors engagée dans sa révolution industrielle. Bien sûr qu'on va revêtir tout ça de considération, etc., mais les Américains, entre vous et moi, allaient-ils sacrifier le gigantesque marché britannique pour défendre un idéal républicain de quelques Canadiens français du Nord? Poser la question, c'est y répondre, et Papineau et les Patriotes vont le constater. Mais si le gouvernement américain impose effectivement la neutralité à ses citoyens, ça n'empêchera pas que des milliers d'Américains vont se joindre à la rébellion. Ils vont se joindre surtout dans la partie au Canada. Au Canada, en Ontario actuel, de nombreux Américains, à leur corps défendant, de leur propre initiative, vont se procurer des armes et vont mener des opérations militaires en territoire ontarien. Il va même y en avoir qui vont se rendre au Bas-Canada. Ils vont même participer à certaines batailles. Ils vont même être exilés en Australie. Mais effectivement, ça demeure en général des initiatives isolées de gens qui partageaient l'idéal républicain des Patriotes. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué justement pour nuire aux Patriotes. Pas d'appui des États-Unis, rien du tout de la France, combattre la meilleure armée du monde, pas beaucoup d'armes, mais il y a aussi un facteur dont on pourrait parler, c'est le clergé. Pourquoi est-ce que le clergé a refusé d'encourager les citoyens à se soulever contre les Britanniques? S'il y a un cas qui ressemble beaucoup à celui du Bas-Canada, celui de la Pologne, qui se rébelle à la même époque contre l'Empire tsariste des Russes. La Pologne, comme le Québec, est une colonie asservie et aussi catholique. En Pologne, en 1830, le clergé va fermement se ranger du côté du peuple et ils vont payer le prix, d'ailleurs. Revenons dans l'Empire britannique. Partout où l'Empire britannique s'est implanté, il a procédé en s'amalgamant aux élites, en les intégrant à son appareil colonial. Il va faire la même chose en Inde, en Afrique du Sud, il va faire la même chose en Extrême-Orient. Partout où les Britanniques s'installent, ils commencent d'abord par offrir des avantages à certains membres de l'élite qui, à leur tour, assoient la soumission du peuple. Ici, l'élite, ça s'appelait les seigneurs et le clergé catholique. Ils ont d'autant plus besoin de l'appui du clergé catholique et des seigneurs qu'ils sont constamment sous la menace d'une invasion américaine. Et si bien que les Britanniques vont conforter les appuis chez cette élite-là lors de la Révolution américaine, lors de la guerre de 1812 et lors de ces rébellions de 37-38. Le système colonial britannique fonctionne ainsi, en s'associant aux élites et en faisant en sorte qu'ensuite, elles puissent assurer la soumission du peuple. Le clergé fait partie de cet outil-là. Le clergé se voit offrir un certain nombre de privilèges. Sa position est particulièrement fragile. Rappelons que l'assimilation menace en particulier le clergé catholique ici, si bien qu'en échange de privilèges, il offre son appui plein et entier aux Britanniques. Il faut aussi mentionner la fragilité de l'Église catholique à ce moment-là. Les gens sont sous l'impression que l'Église était toute puissante au Québec. Ce n'est pas encore le cas en 1837. Ce n'est qu'après les rébellions, ce n'est qu'après avoir été, en somme, un allié soumis à la Grande-Bretagne, que le clergé catholique va se voir offrir tellement d'avantages qu'il va pouvoir ensuite installer ce qu'on appelle la théocratie, le clérico-nationalisme et le long règne clérical qui va s'étendre pratiquement jusqu'à la Révolution tranquille. Je pense par exemple à la création du diocèse de Montréal en 1840, à l'entrée de nouveaux ordres religieux venus d'Europe, aux missions auprès des Autochtones. Tous ces petits avantages offerts à l'Église catholique du Québec sont en contrepartie pour leur collaboration lors de la répression des Patriotes. Et on a parlé donc des deux rébellions et des deux écrasements. Et donc après les deux soulèvements, il y a une répression qui s'abat sur tout le Bas-Canada. Les prisons débordent, c'est ce qu'on peut lire dans votre livre. Quelle est l'ampleur de la répression qui s'opère justement après 1838? En guise de comparaison, tout compte fait, on va arrêter 1300 personnes.
1300 personnes dans un Québec de 1,5 million d'habitants, c'est l'équivalent d'arrêter 20 000 personnes de nos jours. Ces gens-là vont être arrêtés pour plus d'1 an en général et ils vont croupir dans des conditions misérables. Je ne m'étendrai pas, mais il demeure que c'est toute une élite qui est décapitée. Hein. Parmi les personnes arrêtées, on trouve pas moins de 13 députés. Ce qui est quand même pas rien. Donc, ce ne sont pas des kidams et des gens du commun. C'est parfois la fine fleur de la nation québécoise qui est enfermée dans la prison du pied du courant à ronger son frein. On va se mettre à pendre des gens. 100 doivent être pendus en principe. Alors, on se met à en pendre en décembre 38, puis en janvier et février 39. On s'arrête à 12. Mais les gens qui restent en prison vivent toujours dans l'expectative d'être pendus à leur tour. Ça va être ensuite l'exil en Australie. 58 vont être envoyés là-bas et sans chance d'en revenir. Ce qui est certain, c'est que cette répression remarquable doit être aussi est doublée d'une répression des droits. Dès novembre 1838, la loi martiale, 37 dis-je, la loi martiale s'abat sur le Québec. Or, la loi martiale va durer jusqu'en 1841. Ça veut dire quoi? Abolition du Parlement, abolition de la démocratie, conseil spécial qui règne sur l'ensemble du Bas-Canada et qui peut voter des lois par décret. Suspension des tribunaux civils, donc des cours martiales pour juger sans droit de se défendre ou d'invoquer des témoins. Tout compte fait, c'est littéralement une dictature militaire, n'ayons pas peur des mots, qui s'abat pendant une période de 4 ans, qui est une grande parenthèse dans l'histoire de la démocratie québécoise. Cette répression-là, cette loi martiale-là va déboucher sur un diktat, l'acte d'union de 1840, qui, à son tour, est clairement présenté afin de punir les Canadiens français de s'être rebellés en 37-38. Et c'est déclaré, le but avoué est de placer l'élément canadien français en minorité, de sorte qu'il puisse être noyé dans une population anglophone. Le français est aboli au Parlement, les dettes sont fusionnées entre le Haut et le Bas-Canada, et le principe de représentation selon la population n'est même pas respecté, si bien que les Québécois ont une voix minoritaire au sein d'un Parlement où les Ontariens vont désormais dominer. Donc, vous venez de parler de la répression, donc beaucoup de condamnés à mort, finalement peu de pendus. Finalement, quand on y pense, presque tout ce que les patriotes pouvaient imaginer de pire est arrivé après leur soulèvement. Suspension des libertés civiles, fusion des deux Canadas, répression, même dans les villages, il y a des maisons qui sont détruites, des maisons des gens qui se sont soulevés. Et on oublie de dire un morceau très important de la littérature politique dans l'histoire du Québec, c'est le rapport de Lord Durham. C'est un homme, un Britannique, il débarque au Bas-Canada pendant quelques mois, vous dites 5 mois, et il propose une solution d'avenir aux Canadiens. Quelle est cette solution? Oui, effectivement, comme je le mentionne, pour certains, bon nombre, le rapport de Durham est un monument de la littérature politique. En Australie, en Inde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est considéré comme un grand texte à l'origine du Commonwealth britannique, c'est-à-dire une fédération de nations indépendantes, mais liées à l'Empire britannique. Alors, c'est présenté comme un grand texte libéral et émancipateur. D'un côté. Mais de l'autre, du point de vue québécois en particulier, c'est présenté comme un pamphlet raciste, dans la mesure où il propose purement et simplement d'assimiler ce groupe-là, le détruire, c'est-à-dire le détruire comme collectivité. Le but avoué de Durham, c'est pas de faire gagner ces gens-là à la civilisation britannique puis d'ajouter des citoyens de langue anglaise. Le but avoué, c'est d'enlever une fois pour toutes à ce peuple-là sa capacité à agir collectivement, à revendiquer et à agir de manière collective. En somme, de briser l'élément national qui les lie entre eux. Son but, c'est qu'en somme, les Canadiens français se divisent selon un axe gauche-droite, selon conservateurs libéraux, afin qu'ils cessent de jouer ce rôle prépondérant dans la politique et qu'ils cessent de voter en bloc, parce que c'est ça qui avait assuré la force des patriotes. Donc, c'est essentiellement une œuvre de sape, mais logique, rationnelle, dans la pure tradition d'un individu qui voit chez les Canadiens français un potentiel. Ils peuvent agir, mais tant qu'ils vont agir de manière tribale, dit-il, de manière nationale, chaque individu va être asservi à l'intérieur du groupe. Il le dit magnifiquement, c'est pour les tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens français notre caractère anglais. C'est pour permettre aux plus jeunes de pouvoir participer au vaste empire dont ils font partie.
Alors, c'est présenté ainsi de manière généreuse afin qu'ils puissent se joindre à une Amérique, jouer leur rôle dans une Amérique qui est vouée à être anglo-saxonne. Durham est particulièrement judicieux dans les mots qu'il choisit, si bien qu'encore aujourd'hui, le rapport Durham est comme une épée de Damoclès. Même en 2015, les Québécois sont toujours déchirés entre leur appartenance, leur fidélité à leurs origines françaises, puis en même temps leur désir irrépressible de participer à la civilisation anglo-saxonne, qui est de fait la civilisation la plus avancée. Et si bien que le pari ou le choix que propose Durham est encore tout aussi tentant pour les jeunes Québécois qui se demandent si l'attrait de l'anglais, celui de la culture anglophone, est tout compte fait pas meilleur pour eux puis pour leurs enfants que de simplement rester fidèles à un idéal nationaliste de plus en plus flou et puis isolationniste. Et quand on lit la conclusion de votre livre, on sent que pour vous, l'échec des Patriotes, c'est un véritable drame politique qui a peut-être même coupé les ailes de toute une génération, de toute une élite. Donc, et vous vous appelez finalement à une sorte de prolongement de cet esprit, une renaissance même de l'esprit patriote aujourd'hui. C'est un drame dans l'immédiat. C'est tout un projet de société qui était oblitéré. Hein? Les élites, professions libérales, avocats, médecins, notaires, qui étaient la fine fleur de cette nation-là, est décapitée comme groupe social. Elle va devoir se tranquilliser, se ranger, elle va s'associer désormais au clergé et elle va participer au jeu politique, mais essentiellement dans un esprit vénal et profondément corrompu. Il y a une perte d'idéal profond. On va désormais oublier le rêve d'un pays républicain et on va se tourner vers la colonisation, la survivance, l'agriculturisme. Donc, c'est au niveau du paradigme, de l'idéal de tout un peuple qui est bouleversé. On va aussi, malheureusement, inaugurer l'exode vers les États-Unis. Donc, dans les 50 années qui suivent les rébellions, cette société-là est déboussolée. Lorsqu'elle retrouve ses repères au début du 20e siècle, elle va se remettre à réfléchir à son avenir collectif, toujours handicapée, comme le dit Lord Durham, à la fois cette conscience, cet attachement à une identité nationale, puis on dirait l'incapacité ontologique de la faire déboucher sur son projet normal, c'est-à-dire sa pleine et entière émancipation. C'est en ce sens-là que l'épisode Patriote est un épisode inachevé, parce qu'il a posé les jalons d'une identité forte, mais garde en lui-même le germe de son échec ontologique. C'est là qu'on est toujours pris avec cet épisode indépassable de notre histoire, sur lequel, de toute façon, on est toujours pris pour revenir, parce qu'à chaque fois qu'on regarde vers l'avenir, à chaque fois qu'on se demande quel est le destin de ce peuple-là, on se retrouve toujours avec ces satanés patriotes qui nous rappellent qu'ils sont d'aller plus loin, plus fort, avec une détermination collective extraordinaire qu'à aucun autre moment nous sommes allés.